Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Donc, si j'en crois M. Éric Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, si une journaliste est menacée d'être violée, ce qui est déjà arrivé à ma blonde et à d'autres journalistes, elle ne devrait pas en parler dans ses chroniques. Sophie a déjà été menacée, on va te violer, elle a porté plainte, elle a gagné. C'est-à-dire que le gars a été condamné, mais il dit premièrement, elle a écrit là-dessus dans sa chronique, c'est tellement faux, elle a écrit qu'elle avait été menacée de mort, elle n'avait jamais prononcé le nom du gars qui l'a menacée de mort, jamais. Jamais elle a prononcé son nom. Et je m'excuse, mais il y a plein de journalistes au Québec qui sont menacés et qui écrivent là-dessus, puis qui font des documentaires là-dessus. Qui font des documentaires en disant, regardez, j'ai été menacé, ça n'a pas de bon sens. C'est pas... Non, une femme, journaliste, est menacée. On va te violer, toi, Chris. Elle a peur pour sa vie, elle a peur pour sa sécurité, mais il ne faut pas qu'elle en parle, parce qu'elle jette de l'huile sur le feu. Et c'est à cause de ça que les gens n'ont plus confiance aux médias. Et c'est ce gars-là qui défend les journalistes. C'est ce gars-là qui est à la tête de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Mesdames, si vous vous faites menacer de viol, fermez votre gueule. Puis écrivez pas là-dessus. C'est correct? Incroyable. On parle maintenant avec Emmanuel Latraverse et Gaétan Barrette. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, le projet du TGV est sur les rails. TGV Québec, Montréal, Toronto. On a de la misère à avoir un REM qui fonctionne dans des tempêtes de neige. Est-ce qu'on doit rire ou pleurer, Emmanuel? Non, regarde. Moi, j'ai fait le calcul aujourd'hui juste pour m'amuser. Dans une année, juste sur la 417, je fais 16 000 kilomètres. Donc, moi, je ne rirai pas. C'est la promesse d'un TGV. OK? Ça fait 25 ans que j'en rêve. Alors, oui, bravo, merci. Est-ce que ça va être mieux que le REM? C'est ça qui est intéressant parce que, en même temps, je pense que je vais avoir pris ma retraite quand le TGV va être fonctionnel. On s'entend, là, le temps qu'il soit conçu, construit et complété. Parce qu'on ne sait pas c'est quel bout qu'ils vont faire en premier, là, tu sais. Mais ils vont prendre 5 ans pour le concevoir. Et donc, parce qu'il va être mieux conçu, il va être mieux déployé, semble-t-il. Mais ça va coûter combien tout ça? Ça va coûter combien tout ça? Est-ce que le jeu... Ça va coûter 5 fois plus que... Ça va coûter 5 fois plus que si on l'avait fait dans les années 80. Ça, c'est certain. C'est sûr. Puis de toute façon, je parlais tantôt en début d'émission, Gaétan, on est tous allés en Europe. Là, tu prends le train en Europe, c'est efficace, ça marche, c'est confortable, ça arrive à l'heure, tu peux te promener partout dans tous les pays européens. Comment ça se fait qu'on avait un système de voies ferrées puis de trains aussi minable que ça au Canada? Ben, voyons. Donc, tu te poses cette question-là à laquelle il n'y a qu'une seule réponse. Ma réponse fétiche, ça va comme c'est venu. C'est tout. Oh non, c'est trop facile, ça! C'est à cause du déficit zéro. On en a fait une obsession mentale, fait que ça a toujours pris la trappe. C'est ça. C'est ça. Ben non, mais regarde, c'est pas bébé compliqué, là. Nous, au Canada, là, et particulièrement au Québec, mais certainement au Canada, là, on aime faire moyennement un paquet d'affaires. C'est rare qu'on s'assoie et qu'on va dire, on va très bien faire quelque chose. Alors là, si ça arrive, ben tant mieux. Je vais être heureux. Mais sais-tu où je vais être heureux, Richard? Dans ma tombe! Parce que le temps que ça va prendre pour se faire à l'âge que j'ai rendu, là, la seule chose qui va circuler en REM, c'est peut-être mon cercueil. Parce que ça va prendre minimum 20 ans pour faire ça. Là. Mais le bon côté des choses, Emmanuel, c'est qu'il n'y aura aucun dépassement de coût. On va arriver pile poil. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, à force d'avoir, puis je t'en veux pas parce que je me fais la même réflexion, là, c'est sûr, ça va coûter plus cher que prévu, mais c'est un peu ce pourquoi on n'a pas de TGV au Canada. Parce que ça prenait le déficit zéro, parce que, finalement, c'est pas super rapport
prix, fréquence, c'est pas facile parce qu'on n'a pas on n'a quand même pas le bénéfice de la densité de population de l'Europe. Alors, il y a toujours, au lieu de dire, on va se doter d'un TGV, on va le subventionner le temps qu'il y ait assez d'achalandage. On va continuer à avoir des horaires flexibles pour que les gens qui ne sont pas des fonctionnaires et qui ne finissent pas de travailler à 6h15 puissent prendre le train le soir, parce que c'est pas possible en ce moment. Il faut comprendre ça aussi. Là. Le dernier train qui fait Montréal-Ottawa, je le sais, est à 6h50. Alors, morale de l'histoire, si on décide qu'on en fait un projet, que ça devient quelque chose de structurant pour l'économie, pour les transports, puis tout le reste, ben on l'assume, puis on le fait bien jusqu'au bout. Le problème, c'est que pourquoi on a un REM qui va tout croche? Pourquoi est-ce que les caténaires sur le REM, le pont Champlain, sont tellement laids? Parce qu'il fallait pas qu'ils coûtent cher. Il est arrivé la même chose à Ottawa. On veut se doter d'infrastructures du monde moderne d'un pays du G7, mais toujours en épargnant le bout de la chandelle, puis de ci, puis que ça, puis faudrait pas que machin, que gna. Alors là, ben finalement, on se ramasse avec des bidules qu'il faut roder pendant 3 ans avant qu'ils fonctionnent. T'sais. Ben c'est ça, j'aime bien là, que tu parles de rodage, Gaétan, la ministre du Transport a défendu finalement le grand patron du REM plutôt que de le chicaner en disant ça n'a pas de maudit bon sens. Elle dit non, c'est parce que, chers Québécois, Québécoises, il est en rodage. C'est pour ça qu'il y a tant de panne que ça. T'en penses quoi? Non, ça, je pense que c'est ridicule comme argumentaire. Moi, là, je peux très bien, Richard, concevoir que lors d'une tempête du siècle, on a des problèmes d'aiguillage, hein, les voiles. Bon, ça, je peux comprendre ça. Mais c'est pas ça, là. C'est le nombre de fois qu'en temps normal où il n'y a pas de tempête du siècle qu'il y a une panne. Une panne de porte, une panne d'électricité, une panne d'informatique, une panne de ci, une panne de ça. Là, à un moment donné, le rodage, là, il y a des limites à tout, là. Le rodage, là, c'est pas censé durer 2 ans, là. Bon, je comprends que ça fait pas 2 ans encore, mais il en reste pas moins qu'on rode pas mal, puis on donne au rodage beaucoup, ça devient une excuse, là. Moi, là, je suis pas vexé du tout aujourd'hui, parce qu'il y a la tempête du siècle, là. Mais les autres, oui, ça me vexe. Et Emmanuel, après-demain, le JE, leur émission, c'est sur SACLIC. 2 ans après sa mise en ligne, SACLIC, il y a toujours des gros problèmes. Est-ce que SACLIC est en rodage? Est-ce qu'il faut comprendre? Ben, SACLIC, mais non, c'est le contraire, alors. Mais c'est toujours la même chose. On met les choses en ligne trop vite. Donc, c'était pas prêt. On le savait. Puis finalement, ben là, après ça, tu es obligé de faire les correctifs pendant que l'auto roule à 140 km/h. Alors, c'est un peu difficile de changer un boulon sur une roue quand ça arrive, mais c'est de la situation dans laquelle on se trouve. On a des projets mal ficelés qui sont mis sur la route trop vite. Là, il y a l'explosion massive nucléaire. Puis là, après ça, on est pris à continuer de réparer quelque chose qui, objectivement, a été rebâti sur des fondations qui étaient faibles en partant. Et c'est ça, je pense que tout le problème qui entoure SACLIC, où finalement, tu fais bien de faire le lien parce que c'est un peu comme si notre capacité de construire des infrastructures modernes de transport en commun dignes de 2025 est à peu près au même diapason que notre capacité de mettre en place des gros projets de technologie de l'information au sein du gouvernement. Puis ça vaut pour Québec comme à Ottawa. Hein? Tout à fait. Écoute, Richard, on peut même faire le lien avec le projet de loi déposé aujourd'hui par Jean Boulet. Parce que là, il est possible que le gouvernement n'ait pas fait certains tests. Et je t'explique ce que je veux dire par là. J'imagine, Richard, que comme tout le monde t'a entendu parler dans le temps des fêtes ou juste avant, là, que Sonia Lebel voulait arriver avec une refonte complète du mode de négociation dans le secteur public. N'est-ce pas? Ben là, Jean Boulet arrive avec quelque chose qui est comme en collision frontale avec ce qu'on ne connaît pas encore, qui est la réforme de la ministre Sonia Lebel de tout le mode de négociation. Mm-hmm. Et là, on se demande pourquoi les syndicats aujourd'hui sont dans les rideaux. Moi, je pense qu'il y en a un qui n'a pas parlé à l'autre. Je suis pas mal sûr de ça, parce que c'est incroyable, parce que Jean Boulet, parce que ce que je comprends, puis j'ai pas entendu personne le démentir, là, ça pourrait, je dis ça pourrait, parce que j'ai pas lu le projet de loi en détail, toucher le secteur public. On parle ici de l'arbitrage exécutoire. Ben, si c'est ça qui arrive,
et qu'en même temps, tu as l'autre ministre qui est responsable de faire une réforme du mode de négociation. Écoute, on est mal parti en Titi, en termes de relations avec les employés. Là. Emmanuel, j'ai Éric Gingras, le syndicaliste, un peu plus tard, justement, sur le projet de loi de M. Boulet. Mais tu sais, on dit que c'est épouvantable, c'est une attaque contre les syndicats, mais on veut aussi limiter le droit des locantes, le temps de durée des locantes aussi, là, pas seulement des grèves. Oui, mais en général, jusqu'ici, le Québec a davantage été paralysé par les grèves. Moi, ce que je trouve particulier, c'est que le ministre peine à nous donner des exemples. T'sais, on peut pas prendre les grèves de l'automne dernier parce qu'il y a eu, ce qui a mis le feu aux poudres puis qui a rendu les parents du Québec complètement hystériques, c'est le fait que leurs enfants, c'est les enfants des écoles FAE qui sont pas allés à l'école pendant 22 jours, là. C'est pas 25, c'est pas les grèves rotatives qui étaient complètement dérangeantes, mais qui objectivement ont pas complètement déstabilisé la société. Donc, ce qui est pas clair dans l'argumentaire du ministre, Oups, nous l'avons perdu. OK, son système Internet est en rodage. OK, on t'écoute, Emmanuel. Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut éviter qu'un autre syndicat comme la FAE fait ce qu'ils ont fait en 2023? Ou il le fait parce qu'on identifie un problème plus lourd? Et c'est cette espèce de rapport-là, je pense, qui est équivoque et qui contribue à braquer les syndicats. Mais en même temps, est-ce qu'il le fait parce qu'il est en période quasiment préélectorale? On est en 2025 et qu'il y a une impatience dans la population vis-à-vis de l'attitude de certains syndicats que je comprends très bien personnellement. Mais en même temps, va-t-il trop loin? Puis je le répète, au moment où, face à tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, on a la présidente du Conseil du Trésor qui veut arriver avec une refonte au bénéfice de toutes les parties, là. Simplifier la négociation pour avoir été là-dedans. Écoute, la négociation, là, c'est le bordel dans le secteur public. Alors, elle qui veut réformer ça, est-ce que là, il n'y a pas une collision frontale venant du ministre du Travail qui lui dit, ben là, on va s'occuper de la population, puis si ça dure trop longtemps, ben l'État va, lui, être juge et partie, envoyer tout le monde en arbitrage, l'arbitrage va être exécutoire. Écoute, il y a politiquement, là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui qui lance des dés, c'est un gros coup de dé dans une période qui peut lui sembler favorable, au même moment où le même groupe visé, qui est le syndicat, ce sont les syndicats, disent de Sonia Lebel, oui, on est d'accord, je pense qu'il faut refondre tout ça. Il me semble que là, il y a une collision évidente, là, un qui attaque clairement les syndicats, et l'autre qui semble avoir une collaboration souhaitable pour aller de l'avant dans une réforme. Écoute, Emmanuel, rapidement, en terminant, penses-tu qu'ils vont scorer des points avec ça, la CAQ? Parce que la population, là, des fois, se sent prise en otage par les grèves dans les CPE, dans les écoles, etc. Et dit, bon, les syndicats protègent leurs membres, mais qui nous protège, nous? Qui nous protège, nous? Ça doit être le gouvernement qui doit nous protéger. Donc, penses-tu qu'ils vont compter des points? C'est ce que disent les gens, mais en même temps, les gens appuyaient les profs qui étaient grévistes. Puis là, après ça, les gens s'indignent que le gouvernement a un déficit de 11 milliards, puis qu'il faut couper dans les services pour éponger le déficit de 11 milliards. Alors, c'est un peu, malheureusement, je trouve qu'à cause de la façon dont ce genre de débat public est mené, il y a une partie forte de l'électorat assez pour influencer le gouvernement puis l'avoir convaincu dans le temps des fêtes de creuser les finances publiques dans la dèche totalement. Alors, les gens se plaignent que les syndicats ont trop de pouvoir, mais appuient les profs quand ils sont en grève, appuient les éducatrices quand ils sont en grève, appuient tout le monde qui est payé par leur secteur public. Puis après ça, se désolent que pour équilibrer les livres, ils fassent couper. Alors, il y a un manque de cohérence là-dedans, là. Tout à fait. Et là, demain, la période de questions risque d'être intéressante parce que, pour terminer là-dessus, est-ce que la main ministérielle droite sait ce que la main ministérielle gauche fait? Et là, il y a une tête qui s'appelle le premier ministre. Je pense que lui devrait donner des réponses. Merci beaucoup. À demain. On va s'en reparler. Au revoir.